Donc ne tɔgɔ Malado Siribe. Donc ne bɛ bɔ Buguni. Donc an ka baara ye grillage dilan ye. Grillage formation nana. Donc daw ko ka ne tɔgɔ don a la pour que ni bɛ se ka ko n bɛ se k'a kɛ yan. N ko awɔ n ko n bɛ n kalan la n bɛ se k'a kɛ ni n sera k'a kɛ. Donc ko o tuma na ko n bɛ se k'a laban wa. Donc n ko ni n sera k'a kɛ k'a ɲɛ n b'a laban. Donc an nana ka na formation k'o cogoya la cɛ nana ka na formation k'an k'o cogoya la. Donc an sera la min kɛ. L'objectif de ce projet, ça c'est pour au moins ceux qui fabriquent le grillage, pour qu'ils puissent au moins se prendre au moins leur pain quotidien en charge. Et aujourd'hui, on peut dire qu'il y a des personnes handicapées qui sont là-dedans, qui mangent là-dedans, qui s'habillent là-dedans, qui se soignent là-dedans, qui se logent là-dedans. Et dans les jours à venir, sûrement nous verrons d'autres personnes. Ça sera un atelier inclusif qui va prendre en compte, en plus des personnes handicapées, les personnes qui ne sont pas forcément handicapées. On ne fait pas bonner bolo ni den kɛrɛfɛ ye quoi a nafa se ka ban parce que n'i bɛ ka dɔɔni dɔɔni sɔrɔ i yɛrɛ ye i tɛ k'i da mɔgɔ la yɔrɔ kɔni o y'a nafaba dɔ fana ye fa ta k'a k'i ye ba ta k'a k'i ye donc i bɛ k'a kɛ ka i ta nafa sɔrɔ a la ka i denw ni musaka sɔrɔ a la donc o ye belebeleba de ye ne bolo quoi. Surtout, il est handicapé. L'atelier de grillage, c'est vraiment un peu la professionnalisation, aller vers l'autonomisation des personnes handicapées pour qu'au niveau de la société, au niveau des familles, qu'on puisse les considérer comme des membres à part entière, puisque ça leur donne un peu de revenus et c'est le revenu qui peut garantir notre participation au niveau des activités familiales et communautaires. Il y a donné sur il y a moins sur l'État, il y a fait sur l'État. Quand soit comme avec Dongodo, Ninja, à Mangane, il vient de battre là. Donc on est comme L'objectif de la fédération, c'est de lutter contre la mendicité et l'exclusion des personnes handicapées et l'insertion socio-économique des personnes handicapées dans les processus du développement local. Le rôle de cette fédération, ça, c'est de regrouper maintenant les organisations, de renforcer au moins leur capacité organisationnelle pour que nous puissions au moins bien défendre notre droit et lutter contre la mendicité et l'exclusion. Donc cela veut dire que comme enjeu, c'est assez important. Puisque toute action posée par la FELA, n'est-ce pas, et c'est un peu tous les cercles qui vont en bénéficier. Nous avons pu signer une convention avec le développement social, le conseil de cercle, le centre de référence et la FELASCOM sur la consultation et hospitalisation gratuite des personnes handicapées dans le cercle de Bougouni. Nous sommes mis d'accord au cas où il y aura un handicapé qui vient en consultation avec sa carte. Donc la consultation est gratuite pour cet handicapé-là. Et ça c'est un. De deux aussi, ils sont prioritaires par rapport à la consultation. La FEMA, comme son nom l'indique, est une structure nationale qui est l'interprétative directe de l'État vis-à-vis de tous les problèmes des personnes handicapées au Mali. Donc notre rôle essentiel, c'est d'accompagner l'État et nous avons une vision par rapport à cela. Cette vision, c'est de permettre à toutes les personnes handicapées de vivre de façon inclusive avec le respect de leurs droits et de leurs devoirs dans une société malienne comme tout le monde. Et ces objectifs sont souvent axés sur l'éducation, la santé, la formation professionnelle et l'emploi, le sport, l'art et la culture. Donc de façon transversale, tout ce qui a attrait aux droits humains.
deux parties égales. Donc si nous regardons bien donc, la superficie, donc nous allons dire que l'Afrique vraiment est un vaste continent. Mais vous allez voir que ce vaste continent-là est peu peuplé. Souvent, on parle de la discrimination à l'endroit des personnes handicapées, on parle de la marginalisation, mais quand vous êtes même victime d'une action donc, de ce genre, donc ça peut vous servir d'exemple, ça peut vous permettre vraiment de mieux expliquer la chose. Aujourd'hui, partout où je vais, quand on me demande ça, moi, je n'ai pas à prendre d'exemple sur quelqu'un d'autre, parce que moi-même j'ai été victime. J'ai toujours travaillé avec la FERA. Les expériences que j'ai eues dans ça, donc c'est ce qui a fait que quand Handicap International, plus précisément le projet décisif, a décidé de recruter quelques formateurs nationaux pour mener des activités de sensibilisation, j'ai postulé à ces tests-là. Donc, au niveau du droit, mais il y aura d'autres n'importe quoi comment il n'a pas en fait un du droit de Sénégal pour le droit de Banaï. En bas, au final, on faut que bon moi que la café, le droit banate. Moi, ma mission, c'est de sensibiliser, d'informer, de plaider auprès des autorités administratives et politiques sur d'abord la perception du handicap. Parce que c'est la perception du handicap qui pose problème au Mali. La mauvaise perception du handicap, d'abord, fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de droit. Puisque pour qu'on puisse parler de droit, il faut que la population ait vraiment une certaine mentalité par rapport à la perception du handicap. Et en plus de ça aussi, faire la promotion de la Convention internationale des personnes handicapées auprès des autorités administratives et politiques et aussi auprès des personnes handicapées, les parents des personnes handicapées. Que nous sachions qu'il y a une convention qui est élaborée et qui est en notre faveur, qui peut être un document utile pour qu'on puisse vraiment nous défendre partout où on va. Donc les formateurs ont ce rôle de prendre contact avec les personnes handicapées, de les sensibiliser sur ce qu'ils peuvent faire et maintenant de mettre en avant cette convention sur laquelle ils peuvent s'appuyer pour essayer vraiment de travailler et d'être vraiment utiles pour eux-mêmes et pour le reste de la société. Chaque sensibilisation est basée sur un thème qui fait référence à la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées. Donc décisif, c'est aussi ça, la vulgarisation de la Convention, le faire comprendre et amener les autorités au niveau local à prendre en compte vraiment la dimension handicap. Il faut que les personnes handicapées aient droit à la santé, aient droit à l'emploi, l'accessibilité. Donc c'est tous les droits communs. Je me suis battue pendant 18 ans, parce que depuis 18 ans, je suis dans les associations pour que les personnes handicapées aient accès à ces droits-là. Bon, nous le faisions sans pour autant savoir qu'un jour, nous allons avoir une convention. Cette convention, elle a été la bienvenue. Parce que sur un plan général, elle a permis quand même de faire une mutation au niveau des personnes handicapées, de la communauté d'abord, des décideurs. Parce qu'elle sort la personne handicapée du concept médical pour le remettre comme agent de développement avec tous ses droits. Donc elle est très importante dans la vie des personnes handicapées et c'est avec cet instrument juridique que nous travaillons. Il ne suffit pas de signer, il ne suffit pas de ratifier, il faut mettre les personnes handicapées dans les conditions. Si vous mettez les personnes handicapées dans les conditions, c'est ça effectivement la mise en œuvre. On a eu beaucoup d'autres textes que le Mali a signés, mais la convention est plus avant-gardiste et la convention est plus complète par rapport à tout ce qu'il y a comme arsenal juridique. Voilà, nous faisons ça spécifiquement pour les personnes handicapées. C'est pas ça. Par exemple, s'il y a une prise de décision pour un pays, qu'on n'oublie pas les personnes handicapées. S'il y a un centre de santé qu'on construit dans le pays, qu'on dise que comment est-ce que les personnes handicapées peuvent accéder à ce centre de santé et comment est-ce que la prise en charge des personnes handicapées peuvent être faite dans ce centre-là. C'est en fait ça l'effectivité de la convention. Moi, je ne vois pas s'il est handicapé. Parce qu'en gros, nous comprenons très bien. Il arrive tout. On ne dit même pas de faire ceci. Une fois qu'il a fait 2 jours, ça lui reste dans la tête. Donc le moment arrivé, instantanément, il se lève, il s'occupe de ce qu'il avait fait l'autre jour. Mohamed, il m'apprend nuit et jour. Souvent, quand je ne comprends pas son geste,
il prend un bic et une feuille, il écrit. Dans ce cas, je comprends. Désormais, moi, j'ai arrêté le geste qu'il a fait pour ne pas qu'il écrit chaque fois. L'école a débuté en 2006. Elle est à sa 7e année d'existence. Au départ, elle n'était pas inclusive parce qu'au départ, on n'avait que des enfants sourds muets. Maintenant, avec les événements, je me suis dit que mais pourquoi rester avec les enfants sourds seulement? J'ai fait une assemblée à l'école ici avec les parents du quartier. Il y a certains qui ont cru à la chose. Qui est fou pour envoyer son enfant entendant avec des enfants sourds qui vont le compter? J'ai entendu ces propos-là ici de mes oreilles. Mais avec la sensibilisation, comme je l'ai dit, on a provoqué une salle de sensibilisation dans la même salle de classe ici. J'ai expliqué le pourquoi aux parents de long en large. Mettre ensemble des enfants entendants et non entendants, je dis que ça n'affecte à rien l'enfant entendant. Ça ne va pas, il ne sera jamais sourd. Et que ce que moi je vois de côté positif, c'est cet enfant-là, quand il maîtrise le langage des signes, il va communiquer facilement avec les sourds. J'ai même fait, je ne sais pas, une semaine de communication à la radio pour la région de Ségou, pour dire qu'on a une école d'handicap auditif qui est là, de ne pas les cacher, de ne pas les jeter, à ramener à l'école. Moi, j'ai vu l'intérêt de cette école. Ça a un intérêt social très très fort. C'est ce que j'ai dit aux parents. Je leur dis qu'en tout cas, ce que moi je vois, vos enfants d'office seront bilingues. Le langage des signes, ils vont le maîtriser et puis ils savent parler aussi. Donc, ce qui veut dire qu'ils seront de futurs interprètes ou bien, ce qui est sûr, ils pourront enseigner à leurs camarades enfants sourds. Les 5 qui sont là, ce sont les 5 premiers parents qui ont compris. Mais après 9 mois scolaires, les autres ont vu que vraiment, non seulement ils sont plus forts que les élèves de l'école classique, et que c'est déjà ils ont pris 2 langues. Donc cette année à la rentrée, je disais, il y a 6 à 7 parents qui sont venus à moi. Vraiment, directeur, je voudrais que mon enfant attendant soit sur vous. Parce qu'on a dit qu'il y a du Syrie ici, et ils comprennent le langage des signes. Au début, là, moi, je pleurais. Chaque fois, je pleure. Quand je les regarde, je pleure. Je suis parti à l'hôpital, à la naissance ici, pour peser les enfants. La sage-femme a vu l'enfant là. Elle dit que, madame, ta fille là, elle ne voit pas bien. Il faut partir à l'hôpital. Moi, je suis parti. Le docteur a regardé. Il dit qu'il faut qu'on fasse une opération. Avec la cataracte là, il faut que ça soit formé d'abord. Donc ils m'ont dit qu'à 3 mois, ce n'est pas possible. Son père ne travaille plus. Donc c'est moi qui étais obligé de partir au fleuve pour laver les habits là, pour faire nourrir ses enfants. École, aïe pour dibila, quand il place rangement, n'indila kalana de bavaka, maîtrise, kamoro kala, kabara gagnere fana, ne dalino yera, kobana te fiere. La sensibilisation commence à fonctionner puisque un parent qui accepte d'envoyer son enfant non déficient vers des enfants déficients auditifs, cela veut dire que ce parent a bien compris. Voilà, donc on peut dire que la sensibilisation a fonctionné. Pour autant, on ne va pas baisser les bras. Il s'agit de persévérer dans ce sens. C'est un travail de longue haleine. Sensibiliser encore les parents qui sont encore réticents, qui hésitent, qui n'y croient pas. Il s'agit de leur demander de venir voir que c'est possible. Et nous espérons quand même que dans les années à venir, vraiment, l'inclusion va prendre toute sa dimension. L'objectif, c'est un peu de sensibiliser les acteurs de l'éducation par rapport à cette dimension de l'éducation inclusive, leur dire que c'est possible. L'éducation inclusive part du principe qui veut que les écoles ordinaires accueillent tous les enfants, indépendamment de leurs conditions physiques, intellectuelles, affectives, sociales, linguistiques. C'est aujourd'hui, franchement parler, que j'ai accordé une vraie importance aux handicapés qui sont toujours avec nous dans la société malienne. Hein. Ça, c'est une réalité. Parce qu'au début, ils étaient avec nous comme n'importe qui dans la famille, ils n'étaient pas très considérés.
Mais aujourd'hui, avec la leçon que j'ai apprise, avec les cours qui ont été donnés, eh bien, j'ai vu réellement l'importance de la chose et qu'il faut prendre les enfants comme nous-mêmes. Hein. Ils sont de la même société que nous. Ils constituent l'avenir de demain. Donc il faut s'en occuper. A, T, R, I, E, M, E, D, I, F, F, E, R. JAWS, c'est un logiciel de revue d'écran qui restitue sous la forme vocale, à travers une synthèse vocale, l'écriture de l'écran. Il restitue ça à l'utilisateur non-voyant, ou sous la forme braille à travers une plage tactile. Les modules que nous sommes en train de dispenser actuellement vont du module notion d'ordinateur qui montre aux personnes handicapées quelles sont les différentes parties de l'ordinateur. Parce que ce n'est pas évident quand c'est les voyants, on explique tout simplement, mais pour les non-voyants, il faut passer devant chaque individu, chaque personne, pour lui montrer les différentes parties qui sont l'unité centrale, le clavier, l'écran, la souris que nous n'utilisons pas et les accessoires comme l'ondulaire. C'est le clavier qui est l'essentiel de l'ordinateur pour les non-voyants. C'est ce qui permet de passer non seulement les commandes qu'un voyant fait avec la souris, mais c'est ce qui permet de maîtriser la technique des 10 doigts, qui est la seule et unique technique actuellement et permettant à un non-voyant de saisir de façon très efficace. Déjà, le fait d'entendre le son, de savoir la manipuler, c'est déjà une leçon. Je suis à la recherche de cet ordinateur-là. Même s'il sera portable, je souhaite l'avoir. Et je vous assure, je viens même de quitter le département du ministère de la Justice. J'ai déposé ma lettre à laquelle on n'a pas répondu. Pour le moment, je suis assis comme ça, à ne rien faire, ou bien que je suis au standard. Elle me permettra peut-être de rédiger les grosses, les minutes, les extraits, les jugements, les arrêts, etc. Nous avons aménagé déjà la devanture avec des rampes pour permettre aux personnes handicapées physiques franchement de venir librement et de ne pas vraiment se casser avec des escaliers, etc. Donc aussi au niveau des machines, les ordinateurs, on a installé le logiciel Diao, donc qui permet aux non-voyants de vraiment utiliser un ordinateur à volonté. Et aussi, on a initié des formations à l'intention des personnes handicapées, que ce soit physiques ou non-voyants, donc qui pour encourager beaucoup d'handicapés à vraiment utiliser l'outil informatique. Le cyberkiné n'est pas sur étage. Bon, l'accès est très facile. Quand on voit l'affluence de la route, on voit qu'on n'est pas gêné. Bon, de deux, à l'intérieur du cyberkiné, bon, les machines sont assez nombreuses, donc on ne se gêne pas pour travailler. Donc à tout moment, quand on arrive ici, on peut travailler très correctement et sortir sans gêne. Il y a eu beaucoup de changements parce que, par rapport à l'affluence déjà, parce que les personnes handicapées qui n'avaient pas accès au cyber donc, viennent en plus des clients ordinaires. Donc je peux dire qu'il y a une dizaine de personnes handicapés qui ont commencé à fréquenter les cyber, donc qui viennent naviguer, qui viennent pour des formations. Nous, on mise beaucoup par rapport au développement, donc nous pensons que le développement c'est à tous les angles, donc il ne faut pas marginaliser une certaine couche de la population, donc c'est pour ça que nous prendrons en compte l'ensemble de la population, y compris les handicapés, donc pour vraiment un meilleur développement. Très souvent, le problème d'accessibilité se pose dans beaucoup de localités dans la ville de Sigasso. Bon, surtout que moi, je ne peux pas dire que je travaille dans l'administration, mais je collabore beaucoup avec l'administration. Parce qu'en tant qu'enseignant et en tant qu'homme des médias, bon, je vais dans beaucoup de coins. Donc souvent, quand tu arrives dans ces lieux, on trouve qu'on est trop souvent confronté à des problèmes. Il faut qu'on soit aidé par d'autres personnes pour qu'on puisse aller très vite, pour qu'on puisse être servi à temps. Et quand on vient, bon, les gens accourent pour nous rencontrer à la porte et puis nous aider à nous asseoir. Bon, en même temps, ils ont des machines qui sont vraiment équipées de JAWS. Donc, or, on ne trouve pas ça dans les autres cyber. Donc, pratiquement, c'est le seul cyber là où un non-voyant peut vraiment travailler
facilement et de façon autonome. Il faut que les personnes handicapées se sentent vraiment à l'aise. Il faut qu'ils se sentent comme quelqu'un d'autre, donc bien portant. Donc il ne faut pas qu'on crée des situations qui les marginalisent, etc. Donc tout ça, ça va les frustrer, alors que nous sommes leurs parents, donc c'est à nous de les intégrer, de prendre en compte leurs sujets dans tout ce que nous menons. Donc je lance l'appel, que ce soit au cyber ou encore à d'autres espaces publics, d'aménager les espaces en fonction pour faciliter l'accès aux handicapés et aussi de prendre en compte sur tout ce qu'ils font par rapport aux handicapés. Le handicap visuel, donc, ce n'est vraiment pas une fatalité en soi. Donc, il suffit d'être vraiment mis dans les conditions. Quand on est vraiment dans les conditions, on peut faire autant que les valides. Le portail Proadip, c'est un portail ouest-africain qui parle du droit et inclusion des personnes handicapées. Donc le portail est fait avec la coordination des décisifs sous la supervision de la Fédération malienne, la FEMA, et la Fédération togolaise, qui est la FETA, et qui a pour partenariat les fédérations des différents pays. Le Mali, le Niger, le Bénin, le Burkina Faso, le Libéria, et autres. Donc il s'agit de recueillir des articles sur les activités menées par les OPH dans ces différents pays-là et les diffuser sur le net. Le portail est adressé à tout le monde, mais les différentes cibles nous avons classées. Il y a les personnes handicapées, il y a le grand public qui viennent, eux, ils peuvent venir pour une simple curiosité, voir comment est-ce que les personnes handicapées évoluent dans le monde. Il y a aussi les décideurs, parce qu'on ne pourra rien faire sans ces décideurs-là. À toi le fleuve Niger qui donne la lumière et beauté dans cette ville ségovienne. Ta beauté éblouit sur les visages merveilleux. Coule, coule le Niger, c'est toi qui servis toute la communauté ségovienne. Tant que le fleuve se répand, nous n'aurions jamais ni la soif et la faim. Le reflet de la surface doit être caché de profondeur trouble. Le reflet de la tournée vers l'immensité céleste. Et puis l'encre de ma plume peut aussi être fluide que ton onde. Comme toi, j'aimerais me fondre dans une mer si lointaine. Ton âme s'abîme de bonté. C'est toi qui donnes, sans compter, la vie, les poissons et même nourrissent les arbres et les richesses du pays. Reste là le fleuve Niger, tu serviras de tout un pays.